Bienvenue sur la chaîne Génie et Destin, les amis. Aujourd'hui, on plonge dans une histoire qui va vous surprendre, vous émouvoir et peut-être même vous inspirer. Imaginez une star de la télévision, un homme qui a captivé des millions de téléspectateurs avec son charisme, son talent et son allure de héros. Un homme qui a incarné l'un des personnages les plus iconiques de l'histoire, Zorro, le justicier masqué de Disney. Un homme qui a voyagé dans les étoiles avec Lost in Space, une série culte de science-fiction. Cet homme, c'est Guy Williams. Mais voici le twist. Au sommet de sa gloire, il a tout abandonné. Il a tourné le dos à Hollywood, s'est envolé pour l'Amérique du Sud et a choisi de vivre loin des projecteurs. Pourquoi? Que s'est-il passé? Et quelle révélation sa fille a-t-elle partagée des années plus tard? Restez avec moi, car dans cette vidéo, on va explorer la vie incroyable, les triomphes, les défis et le mystère de Guy Williams. Préparez-vous pour un voyage dans le temps, des années 1950 aux années 1980, avec des anecdotes inédites et des détails qui vont vous scotcher. Si vous aimez les histoires de stars, les secrets d'Hollywood et les destins hors du commun, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. Pour comprendre Guy Williams, il faut remonter à ses racines. Né Armando Joseph Catalano le 14 janvier 1924, il grandit dans le quartier populaire de Washington Heights, à New York. Ses parents, Attilio Catalano, courtier en assurance, et Clara Arcara, originaire de Sicile, vivent dans des conditions modestes. La famille Catalano, comme beaucoup d'immigrants italiens à l'époque, lutte pour joindre les deux bouts. Attilio est le fils d'un riche exploitant forestier de Messine, en Italie, mais il a dû tout recommencer en Amérique, achetant des terres dans le New Jersey pour assurer un avenir à sa famille. Le jeune Armando grandit dans Little Italy, un quartier vibrant où les odeurs de pain frais, de sauce tomate et les conversations animées en italien rythment le quotidien. Dès son plus jeune âge, il se distingue par son intelligence. À l'école publique 189, il excelle en mathématiques, une matière qui demande logique et précision, des qualités qui le suivront toute sa vie. Mais Armando n'est pas seulement un cerveau. Il est grand, mesurant près des 1,90 m, avec un physique avantageux et un sourire qui ne passe pas inaperçu. À l'adolescence, il fréquente le lycée George Washington, où il jongle entre les études, les parties d'échecs, il adore ce jeu stratégique, et le football américain, un sport qui révèle son énergie et sa discipline. Mais ce n'est pas tout. Armando a un rêve secret, un rêve qui semble hors de portée pour un garçon de Little Italy, devenir acteur. À l'époque, le cinéma et la télévision sont des mondes réservés à une élite, et pour un fils d'immigrants italiens, percer à Hollywood semble presque impossible. Sa mère, Clara, qui deviendra plus tard cadre dans une société de films étrangers, désapprouve ce choix. Pour elle, Armando devrait suivre les traces de son père et devenir courtier en assurance, un métier stable et respectable. Mais Armando, ou plutôt Guy, comme il se fera bientôt appeler, a d'autres projets. Et son physique, ce mélange de charme méditerranéen et d'élégance naturelle, va bientôt devenir son passeport pour Hollywood. Avant de devenir une star, Guy Williams doit faire ses preuves. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il enchaîne les petits boulots pour subvenir à ses besoins. Soudeur, comptable, inspecteur de pièces d'avion. Chaque job est une leçon d'humilité, mais aussi une opportunité de montrer sa détermination. Après la guerre, il décroche un emploi de vendeur dans le département des bagages chez Wanamaker, un grand magasin new-yorkais. Mais ce n'est qu'un tremplin. Sur un coup de tête, il envoie des photos à une agence de mannequins. Et là, tout s'accélère. Avec son allure photogénique, Guy devient rapidement un visage familier dans les publicités. On le voit dans les pages de Harper's Bazaar, sur des panneaux publicitaires et même sur des couvertures de livres. Son agent, Henry Wilson, comprend vite que ce jeune homme a du potentiel, mais il y a un obstacle, son nom. À l'époque, les années 1940, Hollywood est encore marqué par un certain conformisme. Un nom comme Armando Catalano sonne trop ethnique, trop étranger. Comme l'explique l'historien de la culture populaire Geoffrey Mark, il fallait être sexy, sombre, avec un regard brûlant. Mais surtout, il ne fallait pas paraître non américain. Sur les conseils de son agent, Armando devient Guy Williams, un nom plus simple, plus vendeur, plus hollywoodien. En 1946, Guy signe un contrat d'1 an avec Metro-Goldwyn-Mayer, MGM, l'un des studios les plus prestigieux de l'époque. Il déménage à Hollywood, plein d'espoir. Son premier rôle notable arrive dans The Beginning or the End, 1947, un docudrame sur le développement de la bombe atomique,
où il joue un bombardier de l'Enola Gay. Mais les rôles suivants se font rares, et Guy retourne à New York, un peu désillusionné. Pourtant, il ne baisse pas les bras. En 1948, lors d'un tournage publicitaire en ski, il rencontre Janice Cooper, un mannequin. Leur alchimie est immédiate. Ils se marient le 8 décembre 1948 et auront 2 enfants, Guy Steven Catalano, connu sous le nom de Guy Williams Jr. Et Tony Catalano, qui suivront tous deux les traces de leur père dans le métier d'acteur. Les années 1950 marquent un tournant. Guy participe à certaines des premières publicités télévisées aux États-Unis, un média encore balbutiant mais promis à un avenir radieux. En 1951, une tragédie frappe. Son père, Attilio, décède sans jamais avoir vu son fils devenir une star. Ce deuil renforce la détermination de Guy à réussir. En 1952, il signe un nouveau contrat avec Universal International et retourne à Hollywood. Il décroche des petits rôles, notamment dans un épisode de The Lone Ranger, où il joue un shérif. Ses expériences, bien que modestes, posent les bases de sa carrière. C'est à cette époque qu'il commence à se faire un nom. Son travail au Neighborhood Playhouse à New York, une école de théâtre prestigieuse, et à l'atelier d'acteurs de CBS lui ouvre des portes. Il décroche un petit rôle dans un drame de Studio One, une série télévisée anthologique. Ce rôle lui vaut un test d'écran, puis un contrat avec Universal. Pendant cette période, il apparaît dans une vingtaine de petits rôles au cinéma, mais aucun ne lui permet de se démarquer. À la fin de son contrat, il auditionne pour un rôle qui va changer sa vie. Celui de Zorro, dans une nouvelle série produite par Walt Disney. Un 6 heures, Zorro, la consécration en 1957, Zorro arrive sur les écrans, et avec elle, Guy Williams devient une star. La série, diffusée sur ABC, se déroule dans le Los Angeles de 1820, à l'époque de la Californie espagnole, juste avant l'indépendance mexicaine. Guy y incarne Don Diego de la Vega, un noble qui, sous le masque de Zorro, combat les injustices des dirigeants tyranniques. Avec son allure élégante, son talent pour l'escrime et son charisme naturel, Guy est taillé pour le rôle. Mais il y a un défi, son accent. Lors des auditions, il opte pour un accent espagnol marqué, qu'il atténue progressivement sur les conseils de Walt Disney en personne. « Peux-tu l'atténuer un peu, Guy ?» lui demande Walt sur le plateau. Après plusieurs ajustements, Guy trouve l'équilibre parfait, donnant à Zorro une voix à la fois exotique et accessible. Zorro est un succès immédiat. Le format narratif est révolutionnaire pour l'époque. Chaque épisode se termine sur un suspense, incitant les spectateurs à revenir. Diffusée de 1957 à 1959, la série compte 78 épisodes et 4 spéciaux d'1 heure. Les produits dérivés costumes, épées en plastique, masques envahissent le marché. Guy devient une icône, mais ce succès a un prix. Comme il le confie au Longview Daily News, « Quand je ne suis pas Zorro, je suis Diego. C'est comme travailler dans un film que vous ne finissez jamais. Il craint d'être catalogué, de n'être vu que comme le justicier masqué. En 8 heures, les tensions avec Disney derrière les coulisses, tout n'est pas rose. Disney exige plus d'argent pour produire de nouveaux épisodes, mais ABC refuse. Une bataille juridique s'engage, et Guy, toujours sous contrat, se retrouve dans une position inconfortable. Il ne peut travailler ailleurs, mais continue de recevoir son salaire. Cette période de flottement le pousse à explorer d'autres horizons. En 1962, il part en Europe pour tourner Damon and Pythia en Italie et Captain Sinbad en Allemagne. Il collabore aussi avec Disney sur The Prince and the Poppy, un téléfilm en 3 parties. Ces projets lui offrent une bouffée d'air frais, loin des contraintes d'Hollywood. Guy adore l'Europe. Pourquoi rentrer tout de suite? Confie-t-il au Bristol Daily Courier en 1965. Avec sa femme Janice et leurs enfants, il prolonge son séjour, profitant de la Méditerranée et d'un mode de vie plus libre. Il rêve même d'acheter un yacht, un projet qu'il finance grâce au chèque de droits résiduels de Zorro, toujours diffusé dans le monde entier. Mais l'Europe, bien qu'enrichissante, ne peut remplacer l'appel d'une nouvelle série télévisée. 9h30, Lost in Space, une nouvelle aventure en 1965, Guy revient à Hollywood pour Lost in Space, une série de science-fiction produite par Irwin Allen. Inspirée du Robinson suisse de 1812, elle suit la famille Robinson, perdue dans l'espace après le sabotage de leur vaisseau, le Jupiter 2. Guy incarne le professeur John Robinson, un leader charismatique aux côtés de sa femme Maureen, June Lockhart, de leurs 3 enfants, et du majordome West, Mark Goddard. Mais 2 personnages volent la vedette. Le docteur Zachary Smith, Jonathan Harris,
un saboteur devenu comique, et le robot, célèbre pour ses cris de « danger, danger ». Au départ, Lost in Space est une série sérieuse, axée sur l'aventure et la survie. Mais à mi-parcours de la première saison, les producteurs, influencés par le courrier des fans et les directives de CBS, optent pour un ton plus léger, centré sur le Dr Smith, le jeune Will Robinson et le robot. Guy, qui s'attendait à un rôle principal, se retrouve relégué à l'arrière-plan. Comme le note Geoffrey Mark, être engagé comme l'homme principal et devenir presque une partie du décor, c'est un gâchis. Pourtant, Guy reste professionnel, ne se plaignant jamais publiquement. Irwin Allen, conscient de son mécontentement, lui offre des épisodes centrés sur John Robinson pour compenser. Diffusé de 1965 à 1968, Lost in Space compte 83 épisodes et devient un classique. Mais pour Guy, l'expérience est douce à M. Lost in Space m'a permis de montrer une autre facette de mon jeu, dira-t-il plus tard. Pourtant, il sent que sa carrière stagne. Les rôles intéressants se font rares, et il commence à s'interroger sur son avenir à Hollywood. 11h30, la richesse et la liberté. Contrairement à beaucoup d'acteurs qui dilapident leurs gains, Guy Williams est un homme prudent. Grâce à ses revenus de Zorro et Lost in Space, il investit intelligemment, amassant une fortune qui lui assure une indépendance financière. Comme le souligne Geoffrey Mark, pendant qu'il livrait 3 répliques par semaine dans Lost in Space, il faisait fructifier son argent. En 1968, à la fin de la série, Guy est riche. Il n'a plus besoin de travailler. Cette liberté lui permet de faire un choix audacieux, tourner le dos à Hollywood. En 1973, Guy voyage en Argentine pour une apparition en tant que Zorro. Ce qu'il découvre le laisse sans voix, des foules en délire, une adoration sans borne pour son personnage. Les Argentins vénèrent Zorro, et Guy est accueilli comme un héros. Cette expérience change tout. Il décide de s'installer à Buenos Aires, où il trouve un équilibre parfait. La gloire, des performances en direct en tant que Zorro, et une tranquillité qu'il n'a jamais connue à Hollywood. 13h, pourquoi l'Argentine? Pourquoi Guy Williams a-t-il choisi l'Argentine? C'est une question qui intrigue encore aujourd'hui. Selon Mark Cushman, auteur de Irwin Allen's Lost in Space, personne n'a de réponse définitive. J'ai cherché, mais personne ne semble avoir posé la question à Guy directement, explique-t-il. Ce qui est clair, c'est que Guy a perdu son enthousiasme pour Hollywood. Les rôles proposés ne sont pas à la hauteur de son talent, et l'expérience de Lost in Space, où son personnage a été éclipsé, l'a peut-être marqué. En Argentine, Guy trouve une nouvelle vie. Il participe à des événements, des spectacles sur le thème de Zorro, et savoure la simplicité de son quotidien. Marié à Janice Cooper de 1948 à 1983, il reste proche de ses enfants, qui poursuivent leur propre carrière. L'Argentine lui offre une reconnaissance sincère, loin des faux-semblants d'Hollywood. Il y trouve aussi la solitude qu'il recherche, un luxe rare pour une star. Pour comprendre l'impact de Guy Williams, il faut regarder au-delà de ses rôles. Zorro a redéfini le genre des séries d'aventures, avec son mélange d'action, de suspense et de charisme. Lost in Space, malgré ses défauts, a ouvert la voie à la science-fiction télévisée moderne. Guy, avec son professionnalisme et sa polyvalence, a incarné des héros qui parlaient à tous. Le justicier masqué défendant les opprimés, le père de famille guidant son équipage dans l'inconnu. Mais son histoire est aussi celle d'un homme qui a su dire non. Non à la pression d'Hollywood, non à une carrière qui ne le satisfaisait plus. En Argentine, il a trouvé une liberté rare, une vie où il pouvait être à la fois une star et un homme ordinaire. Cette dualité fait de lui une figure unique, un acteur qui a préféré l'authenticité à la gloire. Alors, que retenez-vous de l'histoire de Guy Williams? Est-ce le frisson de Zorro, l'aventure de Lost in Space, ou son courage de tout quitter pour vivre à sa façon? Partagez vos souvenirs dans les commentaires. Quel rôle de Guy vous ont marqué? Et si vous pouviez lui poser une question, quelle serait-elle? N'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer. On se retrouve bientôt pour une nouvelle plongée dans les légendes du cinéma. Merci d'avoir regardé, et à très vite.